Salut les apprentis sorciers, ici la sorcière à lunettes et bienvenue dans mon atelier. Bonne année en retard à tous, j'espère que 2023 se calmera un peu pour vous. En tout cas, elle commence très mal pour la communauté de l'animation. Avec toutes les séries annulées par Netflix, les bras de fer ridicules entre Disney et la France et l'hécatombe organisée par la Warner, on peut pas dire que le futur soit reluisant. En parlant de la Warner, le 12 janvier dernier, ils ont sorti un énième projet autour de la franchise Scooby-Doo. Pour les aliens qui viennent de débarquer parmi nous, Scooby-Doo est à la base une série des studios Hanna-Barbera qui existe depuis 1969 et raconte les aventures de 4 ados, Fred le chef, Daphné la normale, Vera l'intello, Sammy le stoner tout public, accompagnés de leur chien qui parle et donne son nom à la série. Les épisodes se suivent et se ressemblent. Le gang se rend dans un lieu quelconque, soi-disant hanté par un monstre quelconque inspiré d'une légende locale quelconque. Ils mènent l'enquête, se font attaquer par le monstre. Une course-poursuite délirante et un piège plus tard, on découvre que le monstre était en fait un personnage rencontré 10 minutes plus tôt, qui cherchait à se faire des thunes d'une manière tordue, et n'a pas trouvé de meilleure idée que de se déguiser en monstre, parfois avec des effets spéciaux qui ont sûrement coûté plus qu'ils ne lui ont rapporté. Et il aurait réussi si ces maudits fouineurs et leurs satanés cabots ne s'étaient pas mêlés de ses affaires. Rire aux éclats, fin. Rincez et répétez en changeant 2-3 détails, et vous obtenez une série encore plus nécromancée que Transformers et Tortues Ninja, que vous pouvez décliner en film, en jeux vidéo et autres. C'est dans ce grand bazar de séries que débarque Velma, une série portée par Mindy Kaling, connue pour son rôle de Kelly Kapoor dans The Office, et qui tourne autour du personnage de Vera. Oui, en VO, Vera s'appelle Velma et Sammy Shaggy. Ne me demandez pas pourquoi, les voies de la francisation des noms dans les dessins animés sont impénétrables. Dans l'idée, Velma voulait être à Scooby-Doo ce que Harley Quinn est à Batman. Une version adulte d'un dessin animé aimé du public à travers le regard d'un personnage féminin iconique et où les personnages peuvent jurer comme des charretiers, parler de sujets comme la mort ou le sexe et où la violence est montrée telle qu'elle. Dans le cas de Velma, il ne s'agit plus de démasquer des criminels déguisés en monstres, mais de résoudre des meurtres à la Riverdale. Et même si les designs des personnages sont bien variés et l'animation a quelques coups de fouet par-ci par-là, l'esprit Rick et Morty semble très présent dans l'air, avec des personnages des plus antipathiques qui passent leur temps à s'insulter gratuitement et à faire des blagues méta tellement lourdes qu'elles couleraient même dans la mer morte. Normally, origin stories are about tall, handsome guys struggling with the burden of being handed even more power. And if they are about girls, it's usually like, hey, what made this hot chick go crazy? Katniss et Wonder Woman ne sont pas vraiment d'accord avec toi. Ça commence très mal. Do you ever noticed how pilot episodes of TV shows always have more gratuitous sex and nudity than the rest of the series? Oh my god, I have. Well, I for one think it's lame. Agree. So lame. The lamest. Dire que c'est naze mais le faire quand même, c'est juste pathétique, ce n'est ni drôle ni pertinent. Pour rappel, aux États-Unis, le lycée ça commence à 15 ans. Yerk! You cheat off me in Spanish because you think I'm Mexican. Maybe. I have a disease where I can't recognize people who aren't hot. You're like smart. Oh wow, thank you. Yeah, not a compliment. I'm caliente, as this one's people would say. Vous savez qu'on peut encore faire des hommes hétéros cis blancs qui ne sont pas des connards racistes et sexistes, hein? I'm not just a waitress, I'm also... A basic bitch who doesn't even know how to use hashtags? La seule fois où j'ai lu ce terme, c'était sur Twitter. Et ça aurait dû rester sur Twitter. Les futures mamans, vous faites vraiment ce genre de truc ? Ouais, je me disais aussi. I think it has something to do with drugs, which I hate. Subtil. If I were a rich white dude, I'd kill everybody just to get away with it. Ça aussi, c'est subtil. In teen movies, whenever a girl needs money, a guy sells something and then blackmails the girl into dating him for it. Problematic, but effective. And hilarious. Arrêtez avec les blagues méta, quoi. En plus, dans combien de films ça se fait, ce genre de truc ? You're the candy man? Candy woman. And I have your sugar right here. Waouh, Daphné vend de la drogue. Regardez comment on est trop mature et trop edgy. Mais dans quel monde on vit pour que même le chapeauté sache mieux comment gérer une crise de panique qu'une série à destination des adultes ? You know what 420 is, right? Yeah, it's code for adults who still watch cartoons. Pourquoi tu fais une série d'animation si c'est juste pour insulter ton public ? Donc ouais, on dirait plus le Rassemblement National tentant de se faire passer pour la Pride qu'une véritable histoire bien réfléchie. Vera est devenue un avatar à peine déguisé pour pallier aux frustrations passées de Kaling, et ils sont tellement préoccupés par l'idée d'avoir l'air mature qu'ils en deviennent au final plus puérils que tous les programmes pour tout petits réunis. Et en plus, il n'y a pas Scooby. Mais
on peut se consoler en se disant qu'avec tout le backlash que s'est pris la série, il n'y aura qu'une seule saison. Sauf qu'il y a une autre saison de prévue. C'est what now? Ouais, la série a été approuvée pour une saison 2. Regarde le miroir. Tipeee, sors de l'atelier et insonorise-le. D'où Jésus, je n'ai jamais entendu un tel blasphème. Ok, là c'est plus possible, il faut corriger le tir. Alors ouais, je pourrais peut-être pas faire grand chose à ma minuscule échelle, mais je dois au moins ça à mon pote fan de Scooby-Doo. Et pour ça, je vais me baser sur l'itération que je connais le mieux, Mystère Associé. Mystère Associé, ou Mystery Incorporated dans la langue d'Agatha Christie, est une série d'animation américaine de 52 épisodes répartis en 2 saisons, diffusée entre 2011 et 2013. Il s'agit de la 13e itération en série de la formule Scooby-Doo, portée par Spike Brandt et Tony Cervone. Mais contrairement à ses grandes sœurs, Mystère Associé se veut être à la fois un préquel et un reboot. Donc pas de voyage de ville en ville, les criminels déguisés se trouvent tous dans les environs de Crystal Cove, qui fonde son tourisme sur sa réputation de lieu le plus hanté d'Amérique. C'est également la ville natale du Scooby Gang, encore au lycée, qui ont tendance à se mêler de toutes les histoires surnaturelles et donc à torpiller le business des fantômes dans leur quête de vérité. Sauf qu'il y a véritablement une influence surnaturelle qui rend les Crystal Coviens Les Crystal Covi? Je crois que c'est Crystal Coveners. légèrement allumés sur les bords. Le groupe aura donc fort à faire pour trouver des réponses tout en protégeant leur amitié des affres de l'entrée dans l'âge adulte. Mystère Associé est une des versions les plus populaires de la formule Scooby-Doo, avec la toute première en 1969. J'imagine qu'après tant de séries constituées d'épisodes stand-alone, ça fait du bien d'avoir une trame de fond qui prend le temps de se développer. Même la non-fan que je suis apprécie. En tout cas, plus que de me faire insulter gratuitement par une série trop immature pour avoir confiance en son public. You know what 420 is, right? Yeah, it's code for adults who still watch cartoons. Bon, arrêtons de nous faire du mal. Mon exercice mensuel portera donc sur le Scooby Gang au complet. À nos marques. Prêts? Dessinons. Dans toutes les itérations ou presque, Fred est le chef du Scooby Gang. C'est généralement lui qui conduit la Mystery Machine et on lui attribue souvent l'idée de former le groupe au départ. Il est généralement un bon chef qui prend le temps d'écouter ses coéquipiers et d'accorder leurs idées pour l'enquête du jour. Son rôle consiste également à inventer des pièges pour monstres et à annoncer au gang qu'ils devraient se séparer et chercher des indices. C'est aussi le cas dans la version Mystère Associé, mais porté à l'extrême au point qu'on pourrait le qualifier d'autiste. Petit aparté, l'autisme n'est pas un nom de code pour déficience ou maladie mentale, sans vouloir manquer de respect aux individus présentant des maladies et ou des déficiences mentales. L'autisme est un spectre qui englobe toutes sortes de comportements qui se distinguent des attitudes considérées comme normales par la majorité. Les dits comportements sont variés, mais on retient certains points communs, comme des fixettes sur des sujets atypiques, ou des problèmes pour comprendre / réguler ses sentiments et ou ceux des autres. C'est exactement le cas de Fred dans Mystère Associé, dont la réflexion semble tourner autour des pièges, au point qu'il n'arrive pas à comprendre que Daphné éprouve plus que de l'amitié pour lui, ni pourquoi il pète un câble dès qu'elle est en danger. Et même s'il a du mal à se défaire de son hyperfixation pour les pièges, il fait des efforts pour mieux communiquer ses sentiments à sa rousse préférée. Il est joué par Frank Welker en anglais et Mathias Kolowski en français. Ta question, c'est sur l'amour, c'est ça? Et tu viens me voir moi pour te conseiller? Oh, cette blague, Scooby, c'est pas à moi qu'il faut demander. Le Fred originel est sympa, mais c'est surtout un archétype du sportif chef de file. La version Mystère Associé lui donne un peu plus de corps et reste très intéressante à exploiter. Voyons comment je pourrais m'y tenir dans ma nouvelle version. Pour mon redesign, j'ai décidé de partir sur 3 directives. Garder les couleurs iconiques du gang, des formes géométriques et peu de lignes de perspective. Même si j'adore me perdre dans des détails de motifs et de textures, la simplicité a une élégance qu'on ne peut pas dénigrer. Fred aura donc une forme de triangle inversé qui mettra ses épaules en valeur.
Et bien évidemment, ces fameuses couleurs bleu et blanc agrémentées d'un peu d'orange. Comme le pull a été fait et refait dans toutes les itérations jusque-là, j'ai eu envie de lui donner un blouson inspiré de ceux portés par les sportifs dans les années 60, ainsi qu'une coupe à la James Dean avec une petite mèche rebelle pour le panache. Et bien évidemment, que serait Fred sans son foulard orange? En termes de réécriture, même si j'essayerais de coller autant que possible au fil rouge de Mystère Associé, je pense légèrement diminuer l'aspect autiste de la caractérisation de Fred. Il aurait toujours une fixette sur les pièges alambiqués, mais aurait un peu plus de facilité à comprendre les sentiments des autres et les prendrait davantage en compte. Étant l'aîné après Sammy, il se sent le plus responsable du gang et a tendance à vouloir veiller sur eux. En somme, je l'imagine bien en papa poule qui rappelle à ses copains de bien attacher leur ceinture avant de démarrer la voiture. La Daphné originelle est l'archétype de la jolie fille qui n'a pas d'autre grande particularité. Mais contrairement aux idées reçues, elle n'est pas vraiment la demoiselle en détresse cruche qui se fait capturer par le monstre avant que le piège ne fonctionne. Ce n'est pas notre faute si tu te fais tout le temps capturer. C'est pas du tout le temps, hein? C'est pas vrai? T'as pas le droit de dire une chose pareille. Elle fait parfois des erreurs, mais bien moins souvent que Sammy et Scooby. C'est aussi le cas dans la version Mystère Associé, mais renforcée par son histoire d'amour compliquée avec Fred. Compliquée parce qu'elle aime sincèrement le Fred autiste qu'elle fréquente constamment, mais dont elle a du mal à se faire comprendre. Ça ne l'empêche pas de faire sa part pour résoudre des mystères, en dépit des remontrances de ses parents qui voudraient qu'elle soit plus conforme et plus rentable pour la famille comme ses sœurs. Elle a le rôle du personnage normal qui apporte une certaine complémentarité entre les personnalités extrêmes qui composent le groupe, et qui en fait donc un groupe véritablement uni et pas juste une association d'archétypes au hasard Balthazar. Elle est jouée par Grey DeLisle en anglais et Céline Meloul en français. Pourquoi prendre du steak haché quand tu peux avoir une entrecôte de premier choix? Mais je n'aime pas la viande, moi j'aime les légumes, comme Fred. Daphné n'est donc pas une idiote superficielle qui n'a que son physique à vendre. Elle est peut-être un peu naïve, surtout si on veut jouer avec les archétypes, mais jamais gratuitement bête. Je vais donc essayer de ne pas en faire trop avec ma version. Pour suivre mes directives de forme géométrique simple, j'ai décidé de faire de Daphné un sablier avec une tenue et une coupe inspirées des années 60-70. Même si je trouve que poursuivre des monstres en talons n'est pas très pratique, mais bon, logique de cartoon, tout ça. Pour l'iconiser un peu, j'ai décidé de lui ajouter des boucles d'oreilles, des bracelets et un petit sac à main. Mon pote Scooby Fan m'a d'ailleurs conseillé d'en faire un sac à la Mary Poppins, dont Daphné sortirait tout et n'importe quoi, ponctué par les autres personnages qui se demanderaient comment elle arrive à rentrer tout ça dans un si petit sac. Pour ce qui est de sa personnalité, je la trouve déjà plus que très bien dans Mystère Associé, mais je pense que j'aimerais jouer sur son statut de fille riche. Elle serait la trésorière en charge de toutes les finances du gang, que ce soit pour l'entretien de la Mystery Machine, le matériel utilisé ou encore les charges quotidiennes, logis, couverts et le reste. Par ailleurs, elle aurait les numéros de beaucoup de personnalités connues qui donnent à leur manière des coups de pouce au gang. Après tout, quitte à connaître du monde, autant s'en servir pour aider ses potes. Vera, ou Velma en VO, est la tête pensante du gang. Par tête pensante, j'entends qu'elle est celle qui aura le réflexe de faire des recherches approfondies sur la légende locale et aura tendance à vouloir rationaliser les phénomènes surnaturels qu'elle affronte avec le groupe. La technologie avançant, elle deviendra également l'experte technique capable d'identifier quelle machinerie a été utilisée pour l'enquête de l'épisode. Et le fait qu'elle n'a pratiquement eu jamais de relation sérieuse avec aucun garçon, malgré quelques tentatives de certaines itérations, a fait que son personnage a pas mal été récupéré par la communauté LGBT, au point qu'elle a été codifiée comme lesbienne dans les versions plus récentes. Même la version Mystère Associé la met en couple avec une autre fille. Enfin, ça n'est jamais explicitement dit à cause des pets secs qui estiment qu'on ne peut pas parler de la communauté queer à un public principalement enfantin, mais c'est clair comme de l'eau de roche. Dans les enquêtes, elle a le rôle habituel de la chercheuse en chef. Elle n'est pas complètement fermée au paranormal, mais cherchera toujours à comprendre le pourquoi du comment.
D'un point de vue émotionnel, elle est beaucoup plus fermée et a tendance à vouloir imposer son point de vue, comme dans son histoire avec Sammy. Mais j'en parlerai un peu plus quand je m'attaquerai à ce dernier. Elle est jouée par Mindy Cohn en anglais et Caroline Pascal en français. Mon encyclopédie en ligne préférée ajoute également ceci. Les écrits évoquent une catastrophe. En somme, quand on ne la réécrit pas pour en faire une garce pleine de préjugés, Vera est une fille qui manque peut-être de maturité émotionnelle, mais qui n'épargne pas ses efforts pour révéler la vérité. Je vais essayer de conserver autant que possible tous ces détails pour ma mouture de Vera. Après le triangle inversé et le sablier, on va repartir sur une forme simple, le cercle. Vera sera la plus ronde de la bande, même s'il y aura souvent des difficultés à voir ça avec son iconique col roulé orange. Et même si je garde son carré brun, j'ai plutôt envie de troquer sa jupe contre un pantalon un peu lâche. J'ai aussi envie de lui donner des lunettes qui recouvrent la majorité de son visage et donnent l'impression d'être ses yeux. Oui, c'est un truc de Cara Design que j'aime bien. Si vous trouvez qu'elle a l'air petite, c'est parce que j'ai eu d'en faire la plus jeune de la bande, d'où la présence de taches de rousseur sur ses joues, et une tablette pour ses recherches sur le monstre du jour. Concernant sa personnalité, j'avoue ne pas être très fan de la Vera du début de Mystère Associé, et surtout de la manière dont elle traite Sammy, qui n'est clairement pas prêt pour une relation sérieuse. Comme dit plus tôt, j'ai eu envie de faire de Vera la petite dernière du gang, genre 2 ou 3 ans de moins que Daphné. Ce statut fait que le groupe a tendance à un peu trop la couver à son goût. Elle aurait donc envie de prouver sa valeur en dépit de son jeune âge, et aurait la mauvaise manie de vouloir en faire trop. Mais bon, elle finira bien par se détacher de cette manie en grandissant. Si j'ai décidé de traiter ces deux-là ensemble, c'est parce que leur caractère est pratiquement identique. Ils sont tous les deux des goinfres qui paniquent à la simple mention d'un monstre et assurent la caution comique de la série en se prenant les pieds dans le tapis. Mais leur maladresse a quand même l'avantage de réussir presque tout le temps à assommer / arrêter le monstre du jour, et même s'ils sont des froussards pas très malins qu'on peut acheter avec de la nourriture, ils sont très fidèles et n'abandonnent jamais personne derrière eux. Dans la version Mystère Associé, leur goinfrerie et leur côté peureux viennent du fait qu'ils sont plus en accord avec leurs émotions et donc n'ont pas peur de montrer ce qu'ils ressentent. Chucky et Al, de la chaîne Ces dessins animés là qui méritent qu'on s'en souvienne, ont comparé Sammy, ou Shaggy en VO, et Scooby à des jumeaux qui ont grandi en étant très fusionnels. Du coup, quand Vera et Sammy essayent de sortir ensemble, ce dernier n'est émotionnellement pas prêt et Scooby un peu trop possessif pour laisser faire. Au fil de la série, les deux apprennent à se laisser de l'espace tout en conservant leurs liens particuliers. Et même s'ils sont facilement effrayés pour un rien, ils font tout ce qu'ils peuvent pour protéger leurs amis. En anglais, Sammy est joué par Matthew Lillard, qui jouait aussi son rôle dans les 2 premiers films live, tiens, c'est marrant. Les châteaux, ça a des peintures avec des yeux qui te surveillent, et puis des armures qui ont l'air de statues, mais dedans il y a quelqu'un que tu retrouves collé à tes talons, il est derrière toi chaque fois que tu te retournes. Et combien de fois ça t'est arrivé, dis-le ? 12. Tandis que Scooby est aussi joué par Frank Welker. En français, ils sont tous les deux joués par Eric Missoff. Est-ce que tu me fais des infidélités ? Et comment ça, des infidélités? T'as entendu ça, Vera? C'est n'importe quoi, tu regardes trop de films, ça n'a rien à voir. J'avoue avoir un peu tiqué sur l'idée que ces deux-là aient une dynamique de jumeaux, mais quand on y réfléchit, c'est assez logique vu que Sammy et Scooby sont les personnages les plus mis en avant par le merchandising autour de la série. Et puis, je suis sûre qu'il y a plein de personnes qui élèvent leurs enfants et leurs animaux de compagnie comme des frères et sœurs. Je vais essayer de rendre hommage à leur complicité dans mon design. Même si je trahis ma directive des formes géométriques simples pour Scooby, j'essayais autant que possible de la respecter avec Sammy en faisant de lui un spaghetti à barbiche. J'ai eu envie de le faire à peine plus grand que Fred parce que je l'imaginais comme l'aîné du gang, mais il se peut que j'en ai trop fait avec la forme courbée. Sammy est souvent présenté comme un stoner dont on ne peut pas dire qu'il se drogue parce qu'on est dans une série pour enfants, et je pense que ça m'a un minimum influencé pour ma mouture du personnage. Même si j'ai préféré le mettre en Marcel et lui ajouter un bracelet de perles et un piercing à l'oreille. Mon ajout préféré reste le pantalon baggy et ses multiples poches, évidemment remplies de casse-dalle. En temps normal, il a un petit duvet, mais j'ai préféré lui faire une véritable barbiche de hippie. Pour Scooby-Doo, j'ai décidé de ne pas changer grand-chose, juste d'essayer de le faire correspondre au style que j'ai choisi. Côté personnalité, je pense que ces deux-là ne devraient pas changer beaucoup. À la limite, j'aime l'idée d'en faire des informateurs qui,
grâce à leur connaissance de tous les restaurants de la ville, seraient au courant de toutes les rumeurs répandues parmi les gens bizarres ou les animaux de Crystal Cove. Et puis, les trouillards qui agissent en dépit de la peur sont toujours une recette qui marche, alors pourquoi changer ? J'avoue avoir longtemps hésité avant de faire un épisode sur Scooby-Doo, principalement parce que je ne me suis jamais considérée comme fan de cette franchise que j'ai toujours suivie de loin. Mais j'aimerais me servir de cette série et de la sortie de Velma pour parler d'une tendance que je trouve assez déprimante dans les remakes, reboots et adaptations modernes. Le cynisme facile. Alors oui, je suis moi-même très sarcastique et j'ai tendance à être très pessimiste sur pas mal de points. Et le cynisme peut avoir du bon dans certains cas. Mais j'en ai assez d'entendre les créatrices se moquer d'histoires parfois bien plus anciennes qu'eux sous prétexte que « Regardez comment on est trop intelligent de dire qu'un truc pour enfants est stupide » ou « Ouais, nous aussi on trouve que ce qu'on fait c'est débile, on est cool !» Non, vous n'êtes ni cool, ni mature, ni intelligent de vous moquer de l'aspect enfantin d'un projet. Vous êtes juste des adolescents qui avaient refusé de dépasser le stade du rejet de l'enfance. Et avoir un état d'esprit d'ado à la quarantaine passée, c'est plus pathétique qu'autre chose. Reprendre une franchise pour en faire le fer de lance de vos positions politiques ne fait pas de vous quelqu'un d'intelligent, d'adulte ou de subversif. Et pour la énième fois, faire une chose, dire que cette chose est stupide et que vous en avez conscience ne rend pas la chose moins naze. Ça vous fait juste passer pour des hypocrites incapables de pousser leur propre réflexion plus loin que le bout du nez. Reconnaître l'aspect enfantin d'une histoire est beaucoup plus mature et aide beaucoup plus à la réflexion que de la rejeter seulement pour avoir l'air cool ou malin. Pour citer C.S. Lewis, auteur de Narnia et grand ami de Tolkien, quand j'avais 10 ans, je lisais des contes de fées en secret et j'aurais eu honte d'être surpris. Maintenant que j'en ai 50, je les lis ouvertement. En devenant un homme, j'ai abandonné des attitudes enfantines comme la peur d'être infantile et le désir d'être très adulte. Un jour, vous serez assez vieux pour commencer à lire des contes de fées de nouveau. Cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager ou à suggérer des idées de personnages à redesigner dans les commentaires. Je vous laisse rejoindre la sortie de l'atelier. Oui, et même qu'ils auraient continué à croire que j'étais un vrai fantôme sans cette bande de jeunes crétins et leurs clepsydiots.